Si tu as des douleurs à la hanche, on te dit généralement qu'il s'agit d'arthrose, d'une dysplasie de la hanche ou d'un conflit fémoro-acétabulaire. Ceci est vu comme la cause de la douleur et on agit en conséquence. Chez Lipscher et Bracht, les spécialistes de la douleur, nous savons par expérience que ces états ne sont généralement pas liés à tes douleurs à l'aine. Aujourd'hui, ce sera très intéressant pour toi, car j'ai ici le docteur Egbert Ritter, chirurgien traumatologue et un médecin conventionnel classique, qui cependant a aussi appris et applique désormais notre thérapie. Et ça va être très passionnant aujourd'hui, parce que nous allons comparer ces deux mondes. Et tu devrais en profiter, car le résultat de cette vidéo sera le suivant. Tu devrais pouvoir évaluer avec beaucoup d'assurance ce qui se passe avec ta hanche. Et que tu obtiennes des moyens qui te montrent clairement quelle serait la meilleure démarche dans ton cas. Et la meilleure démarche devrait toujours viser à opérer le moins possible. Mais nous verrons tout cela après. Car parfois, il y a aussi des cas, comme te l'expliquera tout à l'heure Egbert, où c'est le meilleur choix. Oui, mais ce ne sont que quelques rares exceptions. Oui, Egbert, c'est super que tu sois là. Et je dirais, commençons tout de suite. Problème de hanche, douleur à la hanche, raideur de la hanche, dis-nous, qui vient consulter au cabinet? Tu as aussi une expérience personnelle. Egbert a aussi apporté 2 photos, donc 2 radiographies, que nous allons regarder et discuter ensemble. Egbert, vas-y, commence. Oui, alors je suis un médecin conventionnel et j'ai aussi opéré beaucoup de hanches quand je travaillais encore à l'hôpital. J'opère toujours, je fais environ 140 opérations par an et donc je parle aussi au nom des chirurgiens. Je suis moi-même concerné dans la mesure où mes douleurs à la hanche ont commencé quand j'avais environ 18 ans et c'est là qu'une dysplasie de la hanche a été diagnostiquée. Et quand j'étais petit, l'échographie de la hanche n'était pas encore aussi avancée et à l'époque, on a manqué de diagnostiquer certaines de ces dysplasies de la hanche. À l'époque, on aurait peut-être pu gérer cela avec un emmaillotage large. Et à l'époque, à 18 ans, on m'a dit que ça ne durerait pas si longtemps. On m'a dit qu'au plus tard, à 60 ans, j'aurais besoin d'une prothèse de hanche. Et ma hanche droite m'a fait souffrir de mes 18 ans jusqu'à mes 50 ans. Et oui, quand j'avais 50 ans, j'ai suivi la formation chez toi et grâce à cela, j'ai commencé à étirer intensément ma hanche et en quelques semaines, la douleur avait disparu. Et avant, honnêtement, je ne savais même pas que tu avais aussi un problème à la hanche. Oui, je savais pour le dos, je savais pour l'épaule, c'est vraiment un chantier. Je suis vraiment un chantier. Non, mais encore une fois, tu as donc appris ça à 18 ans. À 18 ans, ça a commencé à se manifester. Et jusqu'à 50 ans, tu avais des douleurs intenses et elles ont disparu en quelques semaines. C'était comme ça, plus j'en faisais, pire c'était, oui. Et il y avait certains mouvements qui me faisaient particulièrement souffrir, par exemple danser. Mais chaque fois que la hanche était plus sollicitée, donc aussi la marche, je n'aime pas trop marcher, surtout l'alpinisme, porter un sac à dos et tout ça, chaque fois que la hanche était vraiment sous tension, j'avais mal. Et c'était toujours un peu comme une épée de Damoclès au-dessus de moi. Je savais qu'un jour, oui, ça arriverait. Un jour, j'aurais besoin d'une prothèse de hanche. Mais on peut déjà en conclure quelque chose, parce qu'on entend très souvent dire qu'il s'agit d'une dysplasie de la hanche, ce que je ne comprends pas toujours. J'ai vu tellement de patients qui avaient 40 ou 50 ans peut-être, qui avaient des douleurs à la hanche, et qui venaient me voir en disant « j'ai une dysplasie de la hanche, est-ce qu'on peut faire quelque chose ?» Et je demandais toujours est-ce qu'il y avait des douleurs avant, et non, toute la vie s'est bien passée, ça a commencé à un moment donné. Alors je leur disais réfléchissez-y de façon logique, c'est peut-être aussi pour toi, dans ta propre situation, une occasion d'y penser. Si cette dysplasie provoque des douleurs, pourquoi n'apparaissent-elles qu'à 40 ou même à 50 ans? Oui, l'idée c'est de dire qu'en cas de dysplasie, la hanche n'est pas complètement couverte. Là où il manque le toit, pour ainsi dire, il y a une usure accrue. Mais la plupart des patients viennent bien plus tôt, alors qu'il n'y a parfois même pas encore d'usure. Mais la douleur est déjà là. La douleur commence généralement, c'est comme ça. C'est ça, encore une fois. C'est l'un des points importants. La douleur a toujours une fonction d'avertissement. Elle indique que nous entrons dans une zone d'usure accrue. Et dès que... Mais c'est déjà la nouvelle façon de penser.
En fait, c'est déjà la façon de penser avancée. Je sais que dans la définition de l'OMS, on met en garde contre la douleur et ainsi de suite. Même si cela n'est pas encore arrivé. Oui. Mais je vais te demander, en te rappelant ta propre situation, aurais-tu l'idée que, dans le cas de cette dysplasie de la hanche, la douleur ne provient pas de la dysplasie elle-même, mais plutôt des tensions musculaires? Non, pas du tout. Parce que c'est précisément le point. Comme moi avec la douleur. Et c'est justement ça qui est intéressant chez moi. Parce que ça remet en question l'image classique de la dysplasie de la hanche. Parce que quand j'avais 18 ans et qu'on a diagnostiqué la dysplasie, le cartilage était encore en bon état. Il n'y avait que le diagnostic de dysplasie, mais pas d'usure, et pourtant la douleur était là. Exactement. Et cela souligne bien que l'on dit que la douleur, le corps se manifeste prématurément par la douleur pour signaler qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Encore une fois, très clairement pour toi, en tant qu'auditrice ou auditeur, il y a déjà une douleur, même si rien n'est encore abîmé. Oui, parce que ce que tout le monde a en tête, beaucoup de médecins, beaucoup de thérapeutes, et aussi beaucoup de patients. Peut-être comme toi. Ou bien si vous êtes médecin et que vous écoutez ceci. Oui, c'est généralement la première réaction dans la tête. Quand quelque chose fait mal, qu'est-ce qui est abîmé? Exactement. Et on cherche, parfois on trouve, parfois on ne trouve pas. Nous n'allons pas tout expliquer maintenant, ce serait trop long, mais il est important de constater qu'il existe une douleur sans lésion. ce point sera crucial pour toi quand nous en reparlerons. Mais parle aussi des patients. Je crois que tu as une histoire à partager. Oui, une dame âgée est venue me voir et on lui avait conseillé de se faire poser une prothèse de hanche. Et j'avais l'impression qu'elle venait pour entendre de ma part « Oui, il faut opérer, il n'y a rien à faire avec un traitement conservateur ». Et je l'ai donc traité, la douleur avait disparu après le traitement, comme d'habitude en fait. Mais elle n'a pas fait les exercices comme il fallait. Que signifie réellement disparu? Avant c'était 100, maintenant on descend toujours sous 30. Voilà, c'est exactement pareil pour toi. Pour expliquer, quand l'Ipschambart fonctionne, lors du premier traitement, on réduit généralement la douleur de 100 au départ à 0 à 30 au maximum. Et c'est là que les patients disent « Même si ça reste comme ça, j'ai aucun problème. C'est tellement peu que je n'ai même pas besoin de supporter grand-chose, ça va. » Oui, et avec la thérapie, nous pouvons toujours réduire la tension chez le patient. Mais si le patient ne fait rien, alors la tension remonte à nouveau. Nous gardons cela pour plus tard. Poursuivons. Exactement, elle n'a rien fait, les douleurs sont redevenues plus fortes et à un moment donné, elle a fini par se faire opérer et juste après l'opération, c'était pire. Et bien sûr, elle est retournée plusieurs fois chez le chirurgien. Alors qu'est-ce qui a été opéré exactement? La hanche, elle a reçu une prothèse de hanche. Des deux côtés, donc la cupule et la tête. Exactement, donc une prothèse totale, la cupule. La cupule et la tête. Les douleurs ont empiré, elle est donc retournée voir son chirurgien à plusieurs reprises, puis a suivi la physiothérapie et la rééducation. Et à un moment donné, le chirurgien lui a dit « Regardez, voici votre radiographie, la hanche est parfaitement posée, ce n'est pas de ma faute. » Et il l'a renvoyée. Oui, bien sûr, que pouvait-il faire? Son travail était parfaitement visible sur la radiographie. C'est un chirurgien expérimenté, il a donc sûrement bien fait son travail. Et ensuite, elle ne savait pas vers qui se tourner. Et ensuite, elle s'est tournée vers un guérisseur chinois qui faisait beaucoup d'impositions des mains et qui a tout de suite compris la situation. Il lui a dit qu'il n'y avait pas de solution facile. Oui, cela veut dire qu'elle doit absolument faire quelque chose, que ce soit une prothèse ou non. Ensuite, elle est venue me voir et nous avons bien maîtrisé le problème. Nous avons pas mal d'expérience sur ce sujet. Nous avons même réalisé une étude à ce sujet sur les douleurs après une prothèse totale de hanche. Et même si les douleurs persistent après la prothèse totale de hanche, nous arrivons à prendre en charge la grande majorité. Nous passons maintenant à l'application de l'Ipschre-Ebracht. Merci de réexpliquer, en tant que médecin conventionnel, dans quel cas cela s'applique et comment se manifeste la souffrance pour que le plus grand nombre possible d'auditeurs puissent se reconnaître. Quelles raisons sont le plus souvent avancées pour expliquer les douleurs? Je sais qu'Egbert connaît déjà l'Ipschre-Ebracht et argumente souvent sur ce sujet. Mais je trouverais intéressant de confronter cela à la médecine classique,
d'observer et peut-être aussi d'en discuter. La plupart des patients viennent parce qu'ils remarquent dans leur vie quotidienne qu'ils ne peuvent plus faire ce qu'ils veulent. Et c'est très fréquent chez nous en Autriche. Les gens aiment faire de la randonnée. Et ils disent que lorsque le conjoint veut faire de la randonnée ou lorsque des amis veulent partir en randonnée, ils ne peuvent plus les accompagner. Et c'est une limitation de la qualité de vie parce qu'en Autriche, beaucoup de gens font de la randonnée. Et alors, ils vont chez l'orthopédiste. Pourquoi ? À cause des douleurs à la hanche. Donc, cela veut dire des douleurs à l'effort. Et où ont-ils mal ? La plupart du temps, c'est à l'aine. C'est ce qu'on appelle aussi une douleur acétabulaire. Et peut-être que tu te reconnaîtras en tant qu'auditrice ou auditeur. Oui, ou très souvent, par exemple, quand on sort de la voiture, lever la jambe, ça fait mal. C'est aussi un point fréquent. Et ensuite, ils vont chez l'orthopédiste. L'orthopédiste fait une radiographie. Là, on voit alors des changements. On voit de l'arthrose, donc de l'usure. Et l'orthopédiste dit, parce que c'est en quelque sorte sa recette, c'est avec ça que les orthopédistes travaillent et peuvent travailler, il recommande la pose d'une prothèse. D'une prothèse de hanche. Voulez-vous vraiment que ce soit géré ainsi ? Il y a en fait 4 stades d'arthrose. Oui, 1, 2, 3, 4. Donc l'arthrose, d'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, c'est quand le cartilage articulaire s'use de plus en plus jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus du tout, et que l'os frotte contre l'os. Oui. Au premier degré, il en manque un peu. Au deuxième, davantage. Au troisième, encore plus. Au quatrième, il n'y a plus rien. C'est presque os contre os. Oui. Et donc, là, un patient arrive, j'imagine, et il dit « il veut mettre fin à sa souffrance ». Et maintenant, je veux l'aider en tant que médecin. Je suis maintenant le médecin qui veut aider. Et là, je vois maintenant une arthrose, disons, de 2e degré. Donc c'est plus complet, il manque une bonne partie, mais il en reste encore. Est-ce qu'on opère alors à cause de l'arthrose de 2e degré ? Ou bien on opère parce que ça fait mal ? Donc, on n'opère pas une arthrose de 2e degré. Et si ça fait mal ? Si la douleur est infernale ? Oui. Quand même, donc je pense que même si le patient souffre vraiment beaucoup, le médecin va quand même faire des examens complémentaires, comme un scanner ou une IRM. Et si les dégâts sont trop faibles, alors l'orthopédiste classique dira que ce n'est pas encore une indication. Pour le grade 3, c'est différent. Et est-ce que tous les médecins sont conscients que le cartilage lui-même n'a absolument pas de récepteur de la douleur ? Autrement dit, si le cartilage était auparavant aussi épais et qu'il est maintenant au 1er, 2e ou 3e grade, il y a toujours du cartilage présent. Donc c'est toujours la zone qui est sollicitée, celle qui n'a pas de récepteur de la douleur. Est-ce que c'est présent à l'esprit ? Je veux dire, je sais... Donc je pense qu'on n'en a pas conscience. Et donc, avant, je n'en avais pas conscience, avant que je commence à m'intéresser davantage au sujet et avant que je me lance dans la recherche. Je pense que très peu de gens en sont conscients et on se l'explique en se disant que l'arthrose, c'est en fait l'ostéoarthrite, donc une inflammation. On se dit alors que l'inflammation se produit à l'intérieur. Et ces médiateurs inflammatoires provoquent la douleur. D'accord. Bien sûr, la douleur ressentie par le patient est un facteur essentiel dans la décision d'opérer. Et lorsque de fortes modifications sont présentes, par exemple une lésion du cartilage de grade 4, cela reste ancré dans l'esprit des chirurgiens orthopédistes qu'il n'y a alors plus d'autre solution. C'est clair. Ici, il s'agit surtout des degrés 1, 2 et 3, car j'ai eu beaucoup de patients. Et certains savaient même à quel degré ils en étaient. Mais il y en avait aussi beaucoup qui n'étaient pas encore au 3e degré et qui ont quand même été opérés. Mais il se peut qu'il y ait d'autres directives en Autriche. Je ne peux pas juger cela maintenant. Et à part l'arthrose, qu'y avait-il d'autre ? Oui, donc la dysplasie était un. On en avait déjà parlé. Mais l'impingement, oui. C'est-à-dire, qu'est-ce que... Un conflit, c'est une sorte de coincement. Mais exactement, ça pince, pincement. Expliquez-moi très précisément, s'il vous plaît. En fin de compte, pour le dire simplement, c'est que le col du fémur bute
quelque part lors d'un mouvement et provoque cette douleur. Et donc, butte veut dire touche. Exactement. Donc le col du fémur touche l'os. Continue d'expliquer. Je vais chercher spontanément notre squelette pour que ce soit un peu plus compréhensible. Continue, simplement. Donc, lors du mouvement, l'os, le col du fémur, touche la cavité et cela provoque la douleur. Et ce diagnostic est généralement posé, ou en fait toujours, par IRM ou scanner. Explique juste un instant. Oui, ça veut dire que nous avons Vous la placez devant pour que le spectateur la voie. Nous avons ici le bord de la cupule et, lors de certains mouvements, le col du fémur entre en contact avec le bord de la cupule. Et cela peut avoir plusieurs causes. Et si, en quelque sorte, le conflit fémoro-acétabulaire est la cause, alors du point de vue des orthopédistes classiques, on ne peut généralement pas éviter une opération. La thérapie conservatrice vise surtout une cause mineure ou une fonction anormale. On essaie tout de même. Très souvent. Mais ne te laisse pas convaincre de te faire opérer pour un conflit fémoro-acétabulaire simplement parce que tu as entendu parler de ça ici. Car nous allons encore clarifier cela par la suite. Oui, c'est ça. On parle ici du point de vue médical classique et il s'avérera plus tard qu'il mérite d'être reconsidéré. Oui, donc on peut traiter cela par arthroscopie. Donc cela signifie qu'on peut meuler ces parties dont on pense qu'elles se touchent et provoquent la douleur, mais cela reste une opération. Et je pense que nous allons approfondir ce sujet un peu plus tard. Passons-y maintenant. Je veux dire, la situation est assez claire. Ce sont les 3 principaux facteurs qui sont diagnostiqués et qui sont également examinés. Que fait-on si la hanche n'a rien? Si la structure est normale, qu'il n'y a pas d'arthrose, rien n'est coincé, il n'y a pas de dysplasie, et pourtant la douleur est toujours très présente. Comment gère-t-on cela classiquement? Oui, ces patients se heurtent souvent aux limites du système, parce que le médecin classique dit au patient qu'il n'a rien. Et bien sûr, c'est un sentiment très désagréable pour le patient, car les patients sont souvent vraiment désespérés. Ils aimeraient pouvoir marcher, ils aimeraient pouvoir faire des randonnées, ils aimeraient pouvoir faire du sport. Parce qu'ils ont probablement des douleurs? Oui, ils voudraient être actifs, mais leur douleur les freine totalement. Et ce sont des patients qui peut-être sont envoyés en kinésithérapie, puis on fait parfois une infiltration et ainsi de suite. Mais au final, ils ne sont pas vraiment pris au sérieux. Et ces patients sont vraiment à plaindre parce qu'ils n'ont rien. Est-ce que dans ce cas, la situation est qu'ils doivent aller dans des groupes d'entraide, où ils rencontrent d'autres personnes concernées, avec qui, ils doivent s'habituer à vivre avec leur douleur? On me l'a souvent raconté. Oui. Qu'en est-il du psychisme et de la mémoire de la douleur? Pour la hanche, cela importe moins. N'est-ce pas? Non. Pour la hanche, certainement pas dans la même mesure que pour les douleurs dorsales. Donc je connais cette situation de l'époque où je n'avais pas encore identifié la tension musculaire comme cause de la douleur. Cela veut dire qu'à un moment donné, il faut s'asseoir avec le patient et lui dire « Nous n'avons aucune idée de ce que vous avez. Nous avons tout vérifié. Nous ne trouvons tout simplement aucune cause à la douleur parce que nous, les médecins conventionnels, nous ne prenons pas en compte la tension musculaire. Ne pas l'avoir à l'esprit, c'est ne pas l'avoir. » Exactement. Donc nous ne la soupçonnons pas comme cause de la douleur. Exactement. Et je sais, pour ainsi dire, par expérience personnelle, que je disais alors aux patients, vous savez quoi? Allez voir un psychologue ou un psychiatre et voyez si vous avez un cadavre dans le placard. Bien intentionné, bien sûr, oui, si nous avons une solution ici. C'était aussi le cas quand le patient disait « Je suis heureux en ménage, j'ai un super boulot et mes enfants m'aiment. Qu'est-ce que je devrais faire là-bas, oui ?» Où j'ai dit « Allez voir un ostéopathe et essayez cette piste. » Et je me souviens très précisément d'une patiente de 30 ans. Elle était vraiment désespérée parce que c'était une femme qui voulait vraiment courir. C'est toujours comme ça. Et nous étions vraiment bloqués avec elle, tu vois. Et c'était tellement insatisfaisant de devoir finalement la laisser partir parce que c'était tellement crédible qu'elle avait vraiment cette douleur. Et ça m'a laissé, pour ainsi dire, un peu perplexe.
Elle avait l'air d'une personne stable, bien ancrée dans la vie, malgré la douleur. Donc pour moi, c'était aussi clair que ce n'était pas psychologique. Et ça m'a vraiment marqué. Et à l'époque, je me suis dit qu'il devait y avoir quelque chose d'autre qu'on ne connaît pas encore. C'est le moment idéal. S'il te plaît, écris un commentaire. Si tu fais partie de ceux chez qui on ne trouve rien, ou bien on trouve quelque chose mais on ne peut quand même pas t'aider, s'il te plaît, écris un commentaire. Raconte-nous ton histoire et fais-nous savoir comment tu vas. Parce que c'est vraiment très important de savoir bien gérer ces situations. Et bien maintenant, l'explication va arriver maintenant. Parce que Egbert a déjà dit plusieurs fois qu'il n'avait pas soupçonné la tension musculaire. Il ne l'avait pas en tête, comme beaucoup de médecins. Pourquoi ? On ne peut même pas leur en vouloir, n'est-ce pas ? Ne pensez surtout pas que c'est un reproche. Pas du tout. Les médecins n'ont simplement pas appris. Ce sujet n'est jamais abordé ni pris en compte durant les études. Parfois, on évoque une tension excessive. Cependant, le fait que cela cause la majorité des douleurs, comme nous l'avons montré au cours de ces presque 40 dernières années, n'est pas encore une connaissance courante. Pour que tu puisses maintenant comprendre de quoi il s'agit, c'est en fait très simple à comprendre. Parce que ton corps s'adapte à tout ce qui le sollicite, à tout ce qui crée un stimulus d'entraînement. Cela pousse le corps à s'adapter, comme tu le sais en musculation. Les muscles deviennent plus forts. Tu l'as peut-être déjà remarqué toi-même. Tiens, ta mobilité a diminué. Il doit bien y avoir quelque chose derrière ça. Et oublie tout de suite l'âge. Ce n'est que très indirectement lié à ça. Donc apparemment, nous, les humains, faisons quelque chose qui fait que des tensions musculaires et faciales s'accumulent. C'est comme ça que je l'expliquerai. Les tensions faciales, les fascias, tu as peut-être déjà entendu ce mot. C'est le tissu conjonctif. Et c'est la partie du tissu conjonctif qui entoure directement les muscles ou même les traverse. Tu peux imaginer que le muscle est là, autour il y a le fascia, ensuite ça se rétrécit et ça devient le tendon, et ensuite c'est attaché à l'os. Donc tout ce système facial est directement lié aux muscles, à tel point qu'on ne peut pratiquement pas les distinguer l'un de l'autre. Si tu fais encore partie des mangeurs de viande, alors tu connais sûrement ces petits fils blancs clairs dans la viande. Ça, ce sont des fascias. Parfois, une plaque blanche entoure un morceau de viande. C'est du fascia. Comment les muscles et fascias accumulent-ils des tensions ? C'est simple. Je prends toujours mon bras en exemple car c'est le plus facile à montrer. Regarde, quand tu tends le bras, ici les muscles et les fascias sont allongés. Et ici, ils sont plus courts. Parce que les muscles ont tendu le bras en se contractant. Et quand tu le plies, ils se contractent, deviennent plus courts, plus courts, plus courts. Et les autres doivent s'allonger. Ils cèdent moins. Et si tu as une articulation, comme l'articulation du coude, elle est généralement peu touchée par les rétractions, parce que on porte parfois le sac de course, comme tu l'expliques si bien. Ouais. Ou bien on mange aussi et on plie le bras. Le coude a rarement un problème. Ça vient plutôt du poignet. Et ça, c'est encore une autre histoire. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais toutes les articulations du corps fonctionnent comme ça. Il y a des muscles qui tirent dans une direction, et il y a de l'autre côté des muscles qui tirent dans la direction opposée. Sinon, tu ne pourrais pas du tout faire le mouvement. Voilà. Et si tu utilises toujours toute l'amplitude du mouvement, d'une extrémité à l'autre, oui, on parle de mouvement en fin d'amplitude, comme l'articulation est prévue en fait. Alors il ne t'arrivera jamais rien. Alors à part en cas d'accident ou autre, il ne pourra pas non plus y avoir de tension excessive qui se développe. Parce qu'il n'y a tout simplement aucune raison à cela, puisque tout reste toujours bien flexible et que le corps apprend ainsi que tout doit pouvoir céder jusqu'à un certain point et aussi se contracter. Tout va bien. Mais si tu commences maintenant avec une telle articulation, à ne faire qu'un seul mouvement, ou à ne plus la bouger du tout, alors les muscles et les fascias ici à l'extérieur vont avoir de plus en plus de mal à suivre. Et ceux à l'intérieur auront aussi un problème. Et quand ça tire ici et là, où est-ce que ça tire ? Ça tire dans l'articulation. Et quand ça tire dans l'articulation, alors imagine un mortier dans lequel tu mets des grains de poivre, et tu as un pilon dans la main,
Et maintenant, tu veux écraser ces grains de poids. Alors tu appuies sur le pilon et tu frottes bien à l'intérieur. Et ensuite, les grains se cassent. Et au moment où tu soulèves doucement le pilon, que tu le poses et que tu le bouges légèrement d'avant en arrière, il va aussi y avoir une usure minimale. Mais c'est pas pareil quand tu fais en appuyant. Ton articulation fonctionne pareil, avec une cavité et une tête. Quand tout glisse bien, il y a un peu d'usure. Chez Lipschen et Pract, on dit que quelque chose s'use. Les cellules souches viennent réparer. Pourquoi l'arthrose, chez ceux qui ne savent pas comment la gérer, n'est pas réparée et ne se régénère pas, nous pourrons en reparler brièvement tout à l'heure. En tout cas, s'il y a trop de pression dans l'articulation et aussi dans ton articulation de la hanche, parce qu'autour de la hanche, tu as... Regarde, tu peux donner une belle explication là, en tant que médecin. Décris-moi les 4 principaux groupes musculaires qui entourent la hanche. Au final, on a un groupe musculaire vraiment très important. Je vais t'aider. Je vais tourner. Les muscles fessiers ont une influence vraiment très importante sur les problèmes au niveau de l'articulation de la hanche. Nous avons les muscles qui permettent d'étendre la jambe. À l'arrière, nous avons la musculature de la cuisse. Nous avons les muscles qui fléchissent la hanche. Il y a d'une part le fléchisseur de la hanche, mais une partie de la musculature de la cuisse y participe aussi. Et nous avons aussi, comme groupe musculaire très important et très grand, les adducteurs. Vous connaissez peut-être cela grâce au football. Oui, les muscles ramènent la jambe vers l'intérieur. Je vais juste faire le geste de football, d'accord? C'est un mouvement typique du football. Et là, les adducteurs sont pleinement sollicités. Désolé. Et les adducteurs sont un groupe musculaire qui, dans notre vie quotidienne, sont désespérément sous-sollicités. Parce que nous avons surtout besoin des adducteurs lorsque nous marchons sur une surface inclinée. Oui, les adducteurs sont vraiment très sollicités. Et ces adducteurs tirent vraiment la tête fémorale dans la cavité de la hanche. Et s'ils n'ont pas une tension suffisante, alors l'articulation est davantage mise à contribution, ce qui peut provoquer des déchirures. Avons-nous déjà parlé de ceux de l'extérieur? C'est donc surtout la musculature fessière qui, en quelque sorte, maintient tout ton bassin, d'accord? Beaucoup de gens pensent que les fesses sont à l'arrière. Mais il y a aussi les muscles qui passent ici sur le côté. Et bien sûr, nous avons aussi des muscles qui écartent la jambe. Ce sont alors les abducteurs, oui, les muscles qui tirent sur le côté et qui écartent. Et si tu t'es déjà cogné ici, contre une armoire ou quelque chose comme ça a toujours fait très mal. Et au moment où ça fait mal là, ça veut dire que les muscles là-bas sont très tendus. Oui. Et maintenant, imagine on revient à nouveau, cher Braque. Je reprends la parole. Maintenant, tu as ces groupes musculaires ici, et tu ne bouges pas assez. Quand est-ce que tu fais vraiment ce mouvement? Quand est-ce que tu t'étires vraiment? Ça n'arrive pratiquement plus du tout. Ça a aussi beaucoup à voir avec les maux de dos. Quand est-ce que tu fais un grand écart latéral? Oui, tout ça passe à la trappe dans la vie quotidienne. Que se passe-t-il? Les muscles deviennent de plus en plus courts, ils sont de plus en plus tendus. Les fascias font la même chose. Et puis tu fais ça jusqu'à 30 ans. Ce ne sont pas des situations qui s'incrustent profondément dans les tissus en 1 ou 2 ans. Il faut déjà avoir vécu plus longtemps, et maintenant l'âge s'ajoute à cela. Et maintenant, nous avons cet effet. Plus les gens vieillissent, plus il leur est difficile de marcher. Nous reviendrons sur ce point tout à l'heure. Cela a une grande importance. Et ils peuvent de moins en moins bouger et remarquent, à 40 ou 50 ans, que leur mobilité n'est plus aussi bonne. Et puis il devient de plus en plus difficile de se pencher, et ainsi de suite. Et tout le monde pense, c'est l'âge. Non, oublie ça. C'est pas l'âge, c'est l'entraînement à ne pas bouger. Parce que tu dois comprendre, même le fait de ne pas bouger est un entraînement. Si je ne bouge pas ma hanche dans toutes les directions, elle perd la capacité de rester mobile. Le monde est aussi simple que ça. Ce que tu n'utilises pas, ton corps finit par le perdre. Toujours. Le corps fonctionne comme ça. Ça marche aussi bien en négatif qu'en positif. On parlera du positif tout à l'heure comme solution en quelque sorte. Ouais. Voilà. Et s'il y a de plus en plus de force de traction, alors on a le modèle de la douleur d'alarme. Donc la tête fémorale, la tête de la hanche, est de plus en plus tirée dans la cavité et le corps mesure toutes ses forces, ses tensions, tous les mouvements sont mesurés et captés par des récepteurs.
puis transmis au cerveau, en quelque sorte. Le grand centre de calcul où fonctionnent les énormes programmes. Et ton cerveau sait exactement ce qui se passe dans ton corps. Parce que tout est mesuré. Et au moment où cette force dans l'articulation devient de plus en plus grande, l'arthrose, autrefois, quand il n'y avait pas de fauteuil roulant, quand il n'y avait pas d'opération, c'était une menace pour la vie. Oui, une hanche raide, ne plus pouvoir marcher, ce n'était pas possible. Et il en résulte, selon notre modèle, que le corps a mis en place, sur le plan psychologique, un système d'alarme par la douleur, pour faire ressentir à la personne chez qui cela arrive que quelque chose ne va pas par la douleur. Et cette douleur qui en résulte, nous l'avons appelée douleur d'alarme. Cette douleur d'alarme, il est important de comprendre, n'est pas liée à une dysplasie. Il s'agit uniquement des tensions qui font que l'articulation est trop comprimée. Cela entraînerait de l'arthrose. Et c'est pour cela que le corps tire la sonnette d'alarme. En termes simples, on peut dire la douleur provient de la perte de mobilité. Oui. Et chaque année, en moyenne, selon de grandes études, nous perdons 0,7% de mobilité. C'est contre cela que nous devons lutter. Ce qui est important dans toute cette procédure, dans tout ce qui se passe, c'est de toujours garder à l'esprit, bien sûr, l'arthrose est déclenchée par le fait, comme nous l'avons vu tout à l'heure avec l'exemple du mortier, qu'il y a un frottement sous pression. Et le manque de mobilité y contribue également. Parce qu'un cartilage se nourrit du fait qu'il est comprimé lors de certains mouvements, puis à nouveau soulagé. Ainsi, les nutriments sont expulsés, ils sont pressés vers l'extérieur, et lors du mouvement inverse, le cartilage peut se nourrir du liquide synovial. Oui, le liquide synovial contient des protéines, des nutriments dont le cartilage se nourrit. Et dans ce double piège, il y a de plus en plus de pression sur l'articulation, de moins en moins de mobilité, ce qui signifie de moins en moins de nutrition pour le cartilage articulaire. L'arthrose doit pratiquement se produire dans ces conditions. Il ne peut pas en être autrement. Mais garde à l'esprit que c'est ce qui se passe dans la structure. Et la douleur, qui prévient déjà longtemps à l'avance, et quand l'arthrose est installée, prévient encore plus, parce que la douleur devient de plus en plus forte, normalement. C'est la situation normale qui en résulte. Et cela n'a rien à voir avec l'âge, mais, comme Egbert vient de l'expliquer très précisément, avec une mobilité qui diminue de plus en plus. En principe, chaque articulation a la capacité de se régénérer. Mais la condition pour qu'une articulation puisse se régénérer, c'est d'une part la sollicitation. Et c'est un grand malentendu, parce qu'on dit que les personnes qui sollicitent beaucoup leur hanche développent de l'arthrose. Non, ce n'est pas le cas. Et il existe déjà une étude de 1956, et à l'époque, nous étions encore très étonnés que l'augmentation de la sollicitation protège même le cartilage de la hanche. Donc ça, c'est une chose. Donc la sollicitation protège le cartilage. Et c'est logique aussi. Si je sollicite davantage une partie de mon corps, par exemple un muscle, il se développe. Pourquoi cela serait-il différent pour le cartilage? Donc cela est connu depuis longtemps. Deuxièmement, il s'agit d'aller jusqu'au bout du mouvement, c'est-à-dire plier ou étendre totalement. Cela stimule, en combinaison avec la charge, ces cellules souches qui régénèrent le cartilage. Il existe désormais pas mal de recherches à ce sujet. Beaucoup de gens s'interrogent à cause de la charge. Parce que ça veut dire, par exemple, j'ai souvent entendu dire par des médecins qu'ils disent « votre pneu est lisse ». Oui, le pneu est à plat. Il n'y a plus rien à faire, il faut poser une prothèse. Veuillez suivre le raisonnement logique suivant. Le corps répare en principe tout. Je me souviens qu'il y a des années, on pensait que certaines zones du cerveau étaient irréparables, que les nerfs étaient irréparables. Aujourd'hui, on sait en fait que tout se régénère. Seule la vitesse est différente. Les parties de l'estomac en 1 ou 2 jours, d'après ce que je sais, oui. Mais tout se régénère. Pourquoi l'arthrose ne se régénère-t-elle pas? C'est très simple. Imagine que tu es l'articulation. Oui, tu es composé d'une cavité et d'une tête. Et il y a trop de pression dessus. Et la pression avec le mouvement fait que de plus en plus d'arthrose s'installe, de plus en plus de cartilage se dégrade. Alors on sait maintenant, grâce à la recherche sur les cellules souches, que dans l'articulation arthrosique, il y a des cellules souches présentes. Inflammation. L'inflammation, c'est la réparation. Oui,
Une inflammation n'est pas quelque chose de mauvais qu'il faut faire disparaître par injection. C'est toujours une réparation du corps. Des substances s'accumulent, puis il y a réparation, de l'eau est stockée, et ainsi de suite. C'est même la définition d'une inflammation. Donc une inflammation est toujours définie comme la tentative du corps de rétablir l'état initial. C'est aussi ce que fait l'articulation arthrosique. Ta hanche, par exemple. C'est seulement au moment où les cellules souches, encore immatures, veulent devenir de plus en plus des cellules cartilagineuses, tapisser à nouveau joliment l'articulation et reconstruire le cartilage. Que fait-on ensuite avec la pression dans l'articulation? Nous l'usons immédiatement à nouveau. Et c'est pourquoi la médecine, jusqu'à aujourd'hui, alors qu'on sait depuis 20 ans qu'il en va autrement, part toujours du principe qu'il est tout simplement impossible de régénérer le cartilage. C'est possible. Si nous avons le temps aujourd'hui, nous y reviendrons. J'aimerais ajouter quelque chose à ce sujet. J'ai lu un jour un article sur la régénération du cartilage. Et il y a plus de 10 ans, je pensais aussi que quand la bande de roulement est usée, comme sur une voiture, quand la bande de roulement du pneu d'hiver est usée, c'est fini, c'est fini. J'ai lu un article sur la régénération du cartilage. Je remarque un professeur de Salzbourg cité dans l'article. J'appelle l'université et il répond. Je lui dis, monsieur le professeur, je suis stupéfait. Donc, que je puisse régénérer du cartilage, c'est totalement nouveau pour moi. Et là, il a ri et il a dit « Chers collègues, vous devez consulter davantage la littérature scientifique. » En recherche sur le cartilage, c'est bien connu. J'ai ensuite consulté la littérature. Dans les années 70, les premières études sur la régénération du cartilage existaient déjà. Donc ce domaine scientifique existe depuis des décennies. C'est passionnant, je ne l'oublierai jamais. Un jour, pendant ma formation, j'ai eu un vieux orthopédiste. Il ne travaillait plus. Il voulait encore apprendre quelque chose de nouveau pour lui-même et voir ce que nous faisions là-bas. Et il m'a dit « Roland, pourquoi tu fais tout un plat avec ça ?» À notre époque, c'était évident que le cartilage se régénérait. Je ne comprends pas pourquoi mes jeunes collègues voient ça différemment aujourd'hui. Pour nous, ça a toujours été parfaitement clair. Je trouve ça vraiment drôle, parce que ça correspond exactement à ce que tu viens de dire. Oui. Mais revenons au cartilage. C'est évidemment un sujet important, parce que l'arthrose de la hanche est très très fréquente. Mais en fait, il s'agit de tes douleurs à la hanche. Et encore une fois, même avec une arthrose de grade 4, nous savons que la tension musculaire et la tension des fascias, donc même là où l'os frotte contre l'os, oui, nous savons que nous pouvons soulager la douleur de façon drastique, voire l'éliminer complètement. Cela s'est avéré à maintes reprises dans des centaines de cas. Je vous ai aussi apporté une radiographie. Là, on voit un patient atteint d'une arthrose sévère de la hanche, où l'on dirait au premier coup d'œil, une opération est absolument nécessaire. Ce patient a vraiment besoin d'une arthroplastie. Même ce patient, nous avons réussi à supprimer complètement ses douleurs grâce au traitement. C'est donc une nouvelle preuve que cette arthrose sévère n'est pas la cause de la douleur et qu'en réduisant la tension musculaire et en faisant pratiquer régulièrement le patient, on parvient à bien maîtriser la douleur. Cette image doit aussi vous donner de l'espoir. Je ne peux pas l'expliquer, tu pourras essayer de l'expliquer tout de suite. Je ne sais pas pourquoi, car le périoste a des récepteurs de douleur. Stade 1, stade 2, stade 3, le cartilage est encore là, et lui, il n'a pas de récepteur de la douleur. Ça, on peut bien l'expliquer. Mais pourquoi l'articulation, même quand l'os frotte contre l'os, peut-elle quand même devenir indolore sans qu'on opère quoi que ce soit, simplement en normalisant la tension? Est-ce que quelque chose te vient spontanément à l'esprit? C'est difficile? C'est difficile, oui. Désolé, c'est complètement spontané là. Tu t'es déjà demandé, tu as eu des patients avec des douleurs au genou de grade 4, avec l'os à nu, tu les as traités, et la douleur a fortement diminué ou presque disparu. Ou même complètement disparu. Non, c'est justement ce que j'ai souvent vu à l'époque où je travaillais à l'hôpital, que pour une raison quelconque, après un accident, on faisait une radiographie de la hanche, de l'épaule ou de l'articulation du genou. On voulait simplement exclure une fracture après un accident ou une chute. Et puis on voit, oui, le patient a vraiment le genou complètement usé. Donc il est... Sur la jante, ça veut dire qu'il n'y a plus de cartilage. Il n'a plus de cartilage, son genou présente une arthrose très sévère. Et les patients disent qu'ils n'ont pas de douleur. Et quand on leur demande pour la douleur, ils répondent qu'ils n'en ont pas. Donc c'était en quelque sorte l'un de ces problèmes non résolus pour nous. Est-ce que c'était alors un miracle? Ou qu'est-ce que c'était pour vous?
Nous ne l'avons pas compris et l'avons laissé ainsi, ce qui est fréquent en médecine classique. Nous avons tant de choses que nous ne pouvons pas expliquer. Oui, par exemple, que les analgésiques n'aident souvent pas. Oui, pourquoi est-ce qu'ils n'aident pas maintenant? Oui, donc par exemple, justement pour l'épaule, j'ai souvent la situation où j'ai énormément de mal à soulager la douleur avec des analgésiques. Et oui, alors on ossait juste les épaules. C'était simplement basé sur l'expérience. Donc pour l'épaule, les analgésiques n'aident souvent pas. Mais il y a beaucoup de choses et je voudrais juste, désolé si je peux juste ajouter quelque chose, parce que quand les analgésiques n'aident pas, pour nous, de Lipscher-Ebrard, c'est très simple. Si le corps ne veut tout simplement pas qu'on fasse taire son signal d'alarme, alors il continue simplement à avoir mal. Point. Oui, et les antalgiques classiques agissent sur la prostaglandine, une hormone impliquée dans l'inflammation et la douleur. Et si les antalgiques classiques n'aident pas, alors cette douleur n'est pas déclenchée par ces médiateurs inflammatoires ou hormones inflammatoires. Mais c'est aussi quelque chose que normalement nous acceptons simplement avec un ossement d'épaule. Laissons cela comme ça. Comment ça se passe pour toi maintenant ? Tu as tes douleurs et peut-être un diagnostic dont nous avons parlé. Mais sois sûr que ça vaut la peine d'essayer. Agir maintenant sur ta tension musculaire, faire quelque chose et voir simplement si cela peut t'aider. Et le meilleur, c'est que tu n'as besoin de croire personne, ni Egbert, ni moi, ni une autre vidéo sur YouTube ou qui que ce soit d'autre. Mais tu peux l'essayer toi-même. Et avant que nous passions aux exercices, Egbert vous a apporté 2 tests pour vérifier l'état de vos hanches. Egbert, montre-nous. Oui, cela a été démontré dans des études qu'il existe, tant sur le sujet de la radiographie que sur la valeur informative des radiographies, de très bonnes études qui ont montré que la radiographie a une très faible valeur informative sur l'état d'une hanche. Mais, et il existe aussi des études à ce sujet, de simples tests de mouvement permettent d'obtenir une très bonne valeur informative, à savoir de plus de 90% sur l'état de l'articulation. Et le premier test est très simple. Vous vous asseyez sur le bord de la chaise, vous posez une jambe au sol et vous placez l'autre jambe par-dessus. Donc l'articulation de la cheville. Je vous interromps brièvement car beaucoup ne le peuvent déjà plus. Alors dès 50 ans, comment peut-on autant s'approcher ? Mais c'est souvent déjà un énorme problème de simplement poser le pied là-dessus. Donc tu peux déjà voir que quelque chose est devenu trop court. Oui, sinon ça irait. Donc cela concerne aussi les plus jeunes parmi vous. Donc si vous placez la jambe comme ça, vous devriez, si la hanche va bien, arriver à l'horizontale. Et plus cet angle est grand, lorsque l'articulation du genou se soulève, plus cet angle est grand, plus la hanche va mal et plus il est important que vous fassiez quelque chose. Il est essentiel de faire les exercices d'étirement pour retrouver votre mobilité. Le deuxième test ? C'est très simple, vous ramenez le genou vers la poitrine et votre cuisse devrait arriver contre la poitrine. D'ailleurs, c'est un très bon exercice que vous pouvez faire dès le matin au lit, quand vous êtes encore au chaud, comme on dit. Donc, quand le corps est encore bien réchauffé, allongez-vous sur le dos, attrapez votre genou et ramenez-le simplement vers vous. Restez dans cette position pendant 5 secondes. Et si vous faites cela tous les jours, vous allez améliorer votre mobilité et vos hanches vous en remercieront. Mais il y aura encore des exercices plus concrets, car ce que nous faisons maintenant, ce sont les tests, même si les mouvements de test sont déjà en soi un exercice en soi. Mais si tu remarques maintenant que ça coince ici, ça coince là, et que tu n'y arrives tout simplement pas, maintenant, il y a des exercices, et ces exercices te permettent de développer progressivement cette mobilité sans que tu aies à réussir le test tout de suite. Les étapes préliminaires, pour ainsi dire, tu peux les prendre une à une, et ainsi devenir de plus en plus souple. Si tu fais partie de ceux qui disent « Waouh, j'ai déjà essayé des exercices, mais de toute façon, ça n'a jamais aidé », sois bienveillant avec toi-même et essaie les exercices de Lipscher-Ebrard, spécialiste de la douleur. Ces exercices, développés depuis 40 ans contre tes douleurs, ciblent spécifiquement l'articulation de la hanche et sont uniques. Je vais le dire simplement comme ça parce qu'il s'agit d'une intensité différente, d'une durée différente.
Dans ces exercices d'étirement, il y a aussi des renforcements intégrés qui permettent en même temps d'étirer davantage. C'est donc un système d'exercice très sophistiqué, alors regarde-le et essaie-le. Va sur YouTube, va sur les réseaux sociaux et le mot-clé sur notre chaîne, hanche, et essaie-le, tout simplement, parce que cette expérience ne peut être remplacée par aucun argument. Parce que tu ressens tout de suite si ça t'apporte quelque chose de positif ou pas. Une étape supplémentaire serait d'aller dans notre application, où tu seras guidé de manière encore plus ciblée. Je comprends très bien, je l'ai entendu plusieurs fois. Oui, j'ai aussi eu de nombreux patients dans la même situation, ayant entendu parler de cela. Oui, les exercices de Lipscher et Bracht aident très très souvent, mais ils avaient tout simplement peur de faire les exercices, parce que l'articulation est déjà abîmée. Oui, on a déjà diagnostiqué qu'il y a de l'arthrose. Est-ce que je risque pas d'aggraver la situation en faisant les exercices? La réponse est simple. Non, tu ne peux pas aggraver la situation. Mais ce que je veux dire, c'est que tu peux tout à fait consulter l'un des médecins, kinésithérapeutes, heilpraktikers ou autres thérapeutes formés par nous et te faire traiter là-bas. C'était très intéressant et aussi une expérience pour toi, je crois, pendant la formation. Raconte donc comment tu as ressenti la pression et comment cela s'est passé pour toi. La première fois que tu étais en formation, je me souviens encore quand tu étais là-bas. Oui, ce qui m'a marqué, c'est que je suis venu à la formation avec un état d'esprit positif, parce que la thérapie m'avait beaucoup aidé avec des douleurs de dos qu'on n'arrivait pas à soulager. Et ça m'a vraiment bluffé, il faut que je le dise. Qu'avec cette thérapie, ou dans ce cas Roland pendant la formation, on a pu éliminer des douleurs à une vitesse et avec une efficacité qu'on n'arrive pas à obtenir avec des perfusions ou des antidouleurs. Et ça m'a vraiment fasciné parce qu'on a toujours des problèmes avec les effets secondaires des antidouleurs, surtout chez les patients souffrant de douleurs chroniques. Ils luttent parfois beaucoup contre les effets secondaires et il arrive aussi souvent que les patients doivent prendre d'autres médicaments à cause de ces effets secondaires. Ça finit par s'accumuler. Donc, les patients souffrant de douleurs chroniques sont parfois vraiment très mal lotis avec ça. Et cela m'a profondément fasciné et m'a aussi amené à pratiquer moi-même cette thérapie aujourd'hui. Oui, et avec beaucoup de succès. Oui. Mais puisque j'ai le squelette juste ici, regarde, tu vois partout ici des points rouges. Et ces points rouges, il y en a 72 en tout sur tout le corps. Et cela a représenté 40 ans de travail pour définir précisément ces points en partant des muscles, mais cela me mènerait trop loin de tout expliquer en détail maintenant. Et si l'on traite ces points en appliquant une pression, là se trouvent les récepteurs qui, selon notre modèle, agissent directement sur le cerveau. Et c'est là, dans le cerveau, que la tension se crée, car elle ne naît pas dans le muscle, mais bien dans le cerveau. Parce que c'est le cerveau qui contrôle ces tensions. C'est là que ces tensions excessives peuvent justement être relâchées. Et ensuite, tu as cet effet, quand tu vas chez un de nos thérapeutes, chez une thérapeute, dès la première séance, cela peut se produire pour n'importe quelle douleur, qui n'a besoin d'y aller qu'une fois, et après le traitement, la douleur a baissé ou pas. Il est très rare que quelqu'un ne ressente qu'un léger changement, ou que cela ne fonctionne pas du tout. Selon mon expérience, cela arrive très rarement, ou partiellement, à 0 à 30%, comme je l'ai déjà dit. Et c'est pour ça, alors gagne cette assurance, grâce à ça. Et avec cette assurance, tu pourras aussi mieux faire tes exercices. Lors du traitement, on t'expliquera tout en détail, on te montrera exactement, encore mieux que dans une vidéo comme celle-ci. Oui, et ensuite, quand tu auras ressenti, soit après avoir seulement fait l'exercice, soit après avoir été traité. Et ta douleur s'est améliorée, malgré l'arthrose, malgré le conflit fémoro-acétabulaire, malgré la dysplasie de la hanche, alors tu sais que c'est ta voie. Et alors tu sais aussi que tu fais partie des cas, de la grande majorité des cas, où la douleur n'a rien à voir avec l'état de la structure. Mais il y a des cas, là ça va un peu au-delà de ça. Raconte un peu, s'il te plaît. Alors, et ça, je crois que c'est un point vraiment, vraiment important pour nous. Oui. Nous ne sommes pas, surtout moi, je ne suis pas contre le fait d'opérer. J'en vis. Oui. Au passage, désolé, je peux continuer tout de suite, moi non plus. Dans le cas où c'est nécessaire, oui, si j'ai un accident, je fais de la moto récemment, et il m'arrive quelque chose, Dieu nous en préserve, oui, on ne veut pas que ça arrive, là je suis vraiment soulagé, c'est parfait. Honnêtement, je ne me ferai opérer que par lui, oui. Je suis vraiment soulagé quand il y a des chirurgiens compétents qui peuvent tout remettre en place parfaitement.
Ce sont juste des accidents. La plupart des douleurs viennent aussi des accidents. Fin de l'interruption, désolé. Mais à propos de la prothèse de hanche, je dis toujours que la prothèse de hanche et aussi la prothèse de genou, c'est un cadeau de notre époque qu'on puisse faire ce type d'opération. Mais seulement quand c'est vraiment nécessaire. Et une prothèse peut aussi causer des problèmes. C'était l'étude que nous avons menée sur les douleurs après une prothèse de hanche. Il existe ensuite une étude de la Charité, donc du Grand Hôpital de Berlin, qui a démontré qu'on peut mesurer dans le cerveau les particules d'usure de la prothèse. Donc les métaux lourds qui sont générés par l'usure de la prothèse. Je n'ai pas été attaqué lorsque j'ai raconté cela lors de conférences. Il y a eu une grande indignation, oui. Tu avais dit à l'époque, je me souviens encore de cette phrase, tu as dit « les matériaux très résistants produisent des particules d'usure très fines ». Sujet très intéressant, c'est vraiment intéressant. Il semble que pour beaucoup, c'est un sujet très intéressant. Il existe déjà, depuis 2011, une publication de grande qualité sur un cas isolé. C'était l'époque où ce sujet a commencé à émerger. Le patient est aveugle et sourd. Cela pourrait-il venir de la prothèse? Alors, ce qui est clair, c'est rare, mais il faut en être conscient, cela peut arriver. La prothèse peut se déceler, elle peut s'infecter et, très important, la prothèse a une durée de vie limitée. Je vous ai aussi apporté une radiographie et sur cette radiographie, on voit une complication. Cela peut arriver, c'est-à-dire qu'après l'opération, il y a eu un basculement de la cupule et la tête fémorale, donc la tête de la prothèse, est maintenant en contact avec l'os. La patiente avait des douleurs, elle est venue me voir et a cherché de l'aide. Alors, comment une chose pareille peut-elle arriver? Tu dis maintenant que ça s'est déplacé après coup. Oui. Est-ce normal? Non, c'est pas normal. C'est une chose qui peut arriver, mais pour être honnête, il faut le dire, cela peut arriver. Donc, une cupule implantée peut se déplacer, peut basculer, et on voit très bien sur la radiographie comment la cupule migre même dans le petit bassin. Et retirer cette cupule et la fixer à nouveau est vraiment une intervention majeure. Oui, donc cela veut dire que ce n'était pas du tout une erreur de le faire. Cela n'a pas du tout été mal posé. Mais cela peut arriver lors de n'importe quelle opération de la hanche que cela se déplace. Exactement. Donc la cupule implantée peut en quelque sorte traverser le bassin vers le petit. Donc pour moi, ce serait encore une raison de plus de réfléchir à ne pas faire ce genre d'intervention si cela peut être évité d'une manière ou d'une autre. Absolument. Il faudra donc remplacer cette prothèse à un moment. Combien de temps dure-t-elle? Oui, je connais des prothèses qui tiennent depuis 25 ans, mais aussi d'autres qui posent des problèmes plus tôt. Il faut en être conscient, ce n'est pas anodin. Et là, c'est le traumatologue qui parle. C'est ce que les orthopédistes ne voient plus. Quand on a une prothèse implantée, la qualité de l'os autour de cette prothèse est moins bonne. Et si on tombe en vieillissant, la prothèse peut se déceler. C'est vraiment une grosse opération. Et cela demande beaucoup d'efforts. Et ce sont vraiment de grosses interventions. Bien sûr, dans certains cas, comme une fracture du col du fémur, il faut poser une prothèse. Il n'y a pas d'autre solution et c'est très bien. Et comme je l'ai dit, c'est un cadeau de notre siècle de pouvoir faire cela. Mais, et c'est un point très important, je dois tout essayer pour éviter l'opération. C'est-à-dire que si j'ai tout essayé, et que je dis ensuite, d'accord, j'ai tout essayé, nous n'arrivons pas à maîtriser la situation, il n'y a absolument rien qui s'y oppose. Là-dessus, je peux vous donner ma parole, parce que c'est une façon raisonnable d'aborder les possibilités thérapeutiques. Je dirais qu'il suffit simplement d'inverser le système un instant. Tous ceux qui souffrent reçoivent d'abord un traitement ou font nos exercices Lipscher-Bracht. Et si cela ne fonctionne pas, alors on va voir tous les médecins, tous les spécialistes, toutes les disciplines, etc. parce qu'il faut bien aider les gens. Et ce serait justement cette merveilleuse synergie. Et alors les médecins seraient aussi complètement soulagés, parce que qu'est-ce qu'une étude de la caisse d'assurance maladie, de la Techniker Krankenkasse dit? Combien d'opérations, quel pourcentage des opérations sont superflues? Donc, pour la hanche en particulier, ils ont maintenant 59%. donc au final, c'est la moitié. Oui, au final, il s'agit d'envoyer chez un deuxième médecin les patients pour lesquels une prothèse a été indiquée.
Celui-ci a examiné la situation de manière critique et dans 59% des cas, il a dit que ce n'était pas encore nécessaire. Et juste pour que tu comprennes bien, il y a, je crois, de la part de la barre-mère, j'ai pas les chiffres sous la main, peut-être qu'on peut les afficher, une présentation globale concernant le genou, la hanche et l'épaule. La colonne vertébrale. La colonne vertébrale, oui. Et là, entre 80 et 95% des opérations, selon le domaine, sont inutiles. C'est ce que disent officiellement les caisses d'assurance maladie. Nous en sommes déjà là. Mais pour revenir en arrière, au final, je trouve ça formidable qu'il existe des possibilités lorsqu'une opération est nécessaire. Mais essaye d'abord autre chose. Oui, c'est vraiment, vraiment important. Je pense qu'un autre point très important est que la Société allemande d'endoprothétique a établi des directives. Et dans ces directives, il est indiqué qu'une prothèse ne doit être posée que si un traitement conservateur intensif a été essayé pendant au moins 3 mois. Parfait. Et c'est un point vraiment, vraiment important, qu'il faut vraiment le prendre au sérieux. Et je sais, chez les orthopédistes opérateurs, et même si je suis chirurgien traumatologue, j'ai aussi fait de l'endoprothétique auparavant. Le traitement conservateur occupe-t-il une place tout à fait marginale dans le programme de formation? Donc, j'étais aussi d'avis qu'une arthrose de grade 4 nécessitait une opération. Il n'y avait pas d'autre solution. Aujourd'hui, nous savons, et il existe désormais de nombreuses études qui le confirment, qu'il faut tout essayer, même en cas d'arthrose de grade 4, car il y a une chance d'éviter l'opération. Ce sont de bonnes perspectives. Merci d'avoir suivi jusqu'ici. J'espère avoir pu tenir ma promesse. Notre promesse, que tu abordes désormais tes douleurs à la hanche avec un autre regard. Si tu veux en savoir plus, nous avons réalisé un super beau guide sur la douleur à la hanche. Si tu vas sous la vidéo, dans la description ou dans le premier commentaire, il y a un lien. Et ce guide sur la douleur, nous pouvons te l'envoyer gratuitement. Si tu veux, profites-en, oui, parce que tu devrais tout savoir sur ta hanche pour pouvoir trouver la meilleure option, le meilleur choix pour toi.